Plonge dans la revue de presse sénégalaise de ce vendredi 12 décembre 2025 et en ouvrant les journaux, il y a un titre qui m'a vraiment, mais vraiment sauté aux yeux. Ah oui, lequel? C'est celui du journal L'Évidence. Il titre « 160 villages dans l'obscurité, 37 milliards dans les ténèbres ». L'image est d'une force incroyable. Oui, elle est terrible. Et c'est une excellente porte d'entrée parce que ça résume un peu le fil rouge de toute la presse du jour, en fait. C'est-à-dire, C'est cette tension permanente, une sorte de lutte entre la réalité que les gens vivent au quotidien et puis les grands récits, les discours officiels. On va voir qu'on parle de développement, de justice, de santé et même de foot. d'accord? Et à chaque fois, la question qui revient, c'est celle de la confiance. Une confiance qui est mise à l'épreuve à tous les niveaux. Alors, commençons par là. Restons sur cette affaire, l'affaire des 37 milliards. On parle bien du programme d'électrification rurale de l'Azer. Exactement, l'Agence sénégalaise d'électrification rurale. C'est un projet qui est censé être vital pour des milliers, des dizaines de milliers de personnes. C'est ça, et le titre de l'évidence résume parfaitement le drame. Ce n'est pas juste une question d'argent, c'est une promesse de modernité, de développement qui n'arrive tout simplement pas. Et ça ne s'arrête pas là, j'imagine. Non, parce que l'affaire prend une toute autre dimension avec la une de Direct News. Ah oui. Le journal titre « L'Espagne exige la justification de l'utilisation de l'avance de 37 milliards ». Et là, d'un coup, ce n'est plus un débat purement sénégalais. Ah, l'implication de l'Espagne, ça change tout. Pourquoi est-ce que ça met autant de pression sur le gouvernement? Il pourrait pas juste gérer ça en diplomatie? Difficilement. Quand un partenaire comme l'Espagne met de l'argent sur la table, ce n'est pas un chèque en blanc, hein. Il y a des accords, des relations à long terme. Si l'Espagne en arrive à faire une sortie dans la presse, c'est que les discussions en coulisses n'ont rien donné. C'est une façon de mettre la pression publiquement. Exactement. C'est une arme diplomatique assez redoutable. Le gouvernement doit maintenant rendre des comptes non seulement à sa population, mais aussi à ses partenaires. C'est la crédibilité internationale du pays qui est en jeu. Je comprends. Ça explique pourquoi on retrouve le sujet dans Sourça et dans Tribune aussi. Ce n'est plus juste une affaire de gestion, c'est devenu un incident international. C'est précisément ça. Et ce qui est frappant, au fond, c'est que la question posée par tous ces journaux est d'une simplicité presque désarmante. Où est passé l'argent? Voilà. Où est l'argent? Et pourquoi ces 1600 villages attendent toujours la lumière? On a dépassé le stade des discours, les gens veulent des comptes et ils veulent que les interrupteurs fonctionnent. C'est aussi simple que ça. On voit donc un dysfonctionnement sur un projet de base. Est-ce qu'on en voit d'autres au sein de l'appareil d'État? La transition est parfaite. En parlant de l'État, il y a un autre titre qui est très très fort aujourd'hui, c'est celui de Source A. Séisme administratif. Le mot est choisi, c'est clair. Oui, pour frapper les esprits. Ça concerne un conflit ouvert entre la Cour suprême et le ministère de la Communication, celui d'Alioune Sall. Et c'est sérieux? Ah oui, c'est bien plus qu'une simple querelle, c'est une affirmation de pouvoir assez spectaculaire. Enquête et Libération le rapportent de manière très factuelle. La Cour suprême a tout simplement annulé plusieurs arrêtés signés par le ministre. Et on sait de quels arrêtés il s'agissait? Oui, et c'est là que c'est intéressant. Il s'agissait de textes qui visaient à réguler la presse en ligne, les médias numériques. D'accord. Des mesures que beaucoup de journalistes avaient vues comme une tentative de censure, ou du moins de mise sous contrôle de l'exécutif. Donc en annulant ces textes, En annulant ça, la Cour suprême ne fait pas que corriger une petite erreur, elle envoie un message politique très très clair à l'exécutif, qui en gros, vous n'avez pas l'autorité pour contrôler la presse de cette manière. mais est-ce qu'on ne peut pas y voir juste le fonctionnement normal de la démocratie? Le fameux équilibre des pouvoirs, la justice qui contrôle l'exécutif? Ou est-ce que le ton des journaux suggère que c'est plus grave? C'est une excellente question. Sur le papier, oui, c'est le système de checks and balances qui fonctionne. Mais le fait que 4 journaux différents en fassent leur une, avec un mot comme séisme, ça montre que ce n'est pas perçu comme de la routine. C'est vu comme un vrai bras de fer. Une lutte d'influence. Voilà. La presse souligne la volonté du pouvoir judiciaire de ne pas se laisser faire, d'être un vrai contre-pouvoir. Et ça pose une question sur la santé de la démocratie sénégalaise, en fait. Est-ce que c'est un signe de robustesse ou le symptôme de tensions politiques très profondes? Donc, la confiance dans l'exécutif est remise en cause, que ce soit sur sa capacité à gérer des projets ou... Ou sur ces tentatives de régulation? Exactement. Passons de la confiance dans les institutions à une confiance plus intime, celle qu'on met dans les produits qu'on utilise tous les jours. Et là, on tombe sur un titre dans l'Observateur qui, franchement, fait froid dans le dos. Ah oui. Les dessous salles de l'affaire des produits hygiéniques Softcare.
Là, on entre dans un scandale qui brise le pacte le plus élémentaire entre une entreprise et ses clients. C'est simple et sordide. L'entreprise aurait utilisé des matières premières périmées. Périmé. Oui, et le détail qui change tout, on le trouve dans Libération, qui titre sans aucun détour « Softcare savait tout ». Savait tout. Ça change tout. Ce n'est pas une erreur, un accident, c'est délibéré. C'est ça qui est choquant. C'est précisément ça. La négligence, c'est une faute. L'acte intentionnel, c'est une trahison. Le journal précise que c'est l'ARP, l'autorité de régulation pharmaceutique, qui a découvert le pot rose. Donc l'autorité de contrôle a fonctionné. Oui, elle a fonctionné. Et la conséquence est logique. Comme le rapporte Enquête, Softcare retiré du marché, la sanction commerciale est immédiate. Mais au-delà de ça, du retrait des produits, qu'est-ce que ça provoque dans l'opinion, ce genre de scandale? Les répercussions sont profondes. D'abord, ça pose la question de l'éthique des entreprises, jusqu'où on peut aller pour le profit. Ensuite, même si l'ARP a bien travaillé, ça installe un doute. On se dit combien d'autres produits passent à travers les mailles du filet. Bien sûr. Et le pire, c'est la confiance. C'est la rupture de la confiance. Pour la marque Softcare, c'est quasiment impossible de s'en remettre. Mais ça érode aussi la confiance du public dans tout le secteur. Tout le monde va regarder les emballages avec suspicion maintenant. C'est vrai. Allez, on change complètement de registre. Un sujet qui, normalement, est une source d'unité, de fierté nationale, élogée. Le football. Ah, les lions! Oui, hein, le quotidien Record est en pleine effervescence. Le sélectionneur Pape Thiaw va bientôt dévoiler sa liste de joueurs pour la CAN 2025 au Maroc. On sent l'excitation qui monte. Et c'est là qu'un autre journal, l'Info, vient jouer un peu les troubles faits avec un réalisme assez cruel. Ah bon? Juste à côté de tout cet enthousiasme, il plaque une réalité économique brutale. Le titre, c'est « Voir les lions va coûter une fortune ». Et ce n'est pas juste une impression. Non, ils ont fait les calculs. Le journal donne des chiffres très concrets. Pour suivre les matchs de poule, les packages vont de 78 000 à 347 000 francs CFA. 347 000 francs CFA, c'est plus de 500 €. Pour beaucoup de gens, c'est bien plus qu'un salaire mensuel. C'est inaccessible. Voilà, on touche au cœur du paradoxe. L'équipe nationale, les Lions, c'est une source de ferveur immense. Ça unit tout le pays. Mais pour vivre cette passion sur place, il faut un budget de touriste. Ça crée une fracture, en fait. Une fracture terrible entre l'équipe et sa base de supporters la plus fervente, mais aussi la plus modeste. C'est la commercialisation du sport dans ce qu'elle a de plus excluant. La passion est là, mais l'accès à cette passion devient un produit de luxe. C'est un constat assez amer. Bon, pour finir ce tour d'horizon, il y a évidemment les soubresauts politiques habituels. Tribune nous parle de l'affaire Madiambal. La suspension de l'extradition de 12 Français, oui. Et Libération, qui revient sur la réouverture d'un procès concernant l'opposant Ousmane Sonko, le bruit de fond de la politique, quoi. Tout à fait, c'est le feuilleton politique qui continue. Mais ce qui est fascinant, c'est de mettre ce bruit de fond fait de crise, de polémique, en contraste avec une autre une. Laquelle? Celle du Point Info. Eux, ils choisissent un angle radicalement différent. Le titre, c'est « Macky Sall, l'homme des grands chantiers ». Ah oui, là on change complètement de récit. On n'est plus dans la crise, on est dans la construction d'un héritage. C'est une opération de communication politique, c'est limpide. Et c'est là qu'on peut revenir à notre toute première histoire. Les 1600 villages dans le noir? Exactement. Pendant que l'actualité immédiate est remplie de controverses, l'argent de la serre, le scandale Softcare, le bras de fer avec la justice, une partie de la presse, ou en tout cas les communicants du pouvoir, essaie d'imposer un autre récit. Le récit du temps long, du tangible. Du tangible, du béton, les ponts, les autoroutes, l'aéroport, le train. Les grandes réalisations. C'est donc une bataille de récits qui se joue en direct dans les journaux. D'un côté, on met la lumière sur les échecs du quotidien. Et de l'autre, on tente d'allumer les projecteurs sur les grandes infrastructures pour la postérité. C'est le grand écart permanent. Et la question c'est, quel récit va l'emporter dans l'opinion? Celui des grands chantiers ou celui des promesses non tenues, comme l'électricité dans un village? En résumé, ce tour de la presse aujourd'hui, c'est un portrait du Sénégal plein de contrastes. On a vu une nation qui demande des comptes, un État où les pouvoirs se jaugent, une société qui s'inquiète pour sa santé, et un peuple passionné de foot, mais Mais confronté à la dure réalité économique, c'est ça. c'est un résumé parfait.
Ce qui reste, je trouve, après avoir lu tout ça, c'est cette tension. La tension entre les grandes ambitions affichées et puis l'exigence de redevabilité. Oui, D'un côté, on parle de grands projets, de financement, de compétition mondiale, et de l'autre, chaque affaire, les 37 milliards, les arrêtés, les produits pour bébés, ramènent tout à une seule question, toute simple, la confiance. la confiance. Au-delà des discours et des chantiers, la question que tous ces titres posent en creux, c'est peut-être celle-ci. Comment fonctionne, ou plutôt dysfonctionne, le contrat de confiance au quotidien, entre les citoyens et ceux qui les gouvernent, qui les régulent ou qui leur vendent des produits essentiels? C'est peut-être ça, le véritable séisme du jour.